Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Brice Perrier, qui est auteur, journaliste indépendant, collabore notamment à l'hebdomadaire Marianne et présente ce livre, SARS-CoV-2, aux origines du mal, aux éditions Belin. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors voilà un livre, d'abord, je voudrais dire, ça rappelle quand même des choses de base. Quand on reçoit un livre de journaliste, quelquefois on se dit il a ajouté, il a fait des petites choses, il a publié 2-3 papiers et puis il les compile. Et bien ça n'a rien à voir. C'est un vrai livre de vrai journaliste. Il fait la plume dans la plaie. Vous savez, Albert Londres. Et il a enquêté, Brice Perrier, sur effectivement les origines de ce SARS-CoV-19 dont on parle depuis déjà plus d'un an, bien plus d'un an. Et il est remonté effectivement à la source en se demandant au fond d'où c'est venu. Et ce qu'il montre dans ce livre, on va en parler longuement, et avec vous aussi, auditeurs de Sud Radio, c'est que, il y a eu quelque chose d'assez bizarre, c'est qu'on a parlé de tout, mais dès qu'on disait, alors il y a eu, on va en parler, les chauves-souris, le pangolin, les visons, effectivement, et il y a beaucoup de vrai dans tout cela, en tout cas, on va les analyser avec Brice Perrier, mais dès qu'on disait que ça pouvait sortir d'un laboratoire, par accident bien sûr, pas volontairement, etc., que ça aurait pu fuir d'un laboratoire ce virus, et notamment d'un laboratoire chinois ou de plusieurs laboratoires, alors là c'était tout de suite comment vous êtes un complotiste, vous êtes vraiment, voilà, c'est ça qui tue la science, c'est ces gens qui parlent à tort et à travers, qui ne savent rien, etc. Je rappelle simplement que cette hypothèse avait été avancée, je me rappelle, on l'avait reçue, nous et puis beaucoup d'autres, par un certain Luc Montagnier, prix Nobel, effectivement, il avait dit, vous savez, ça peut, il n'avait pas dit ça assez, ça peut avoir été à fuir d'un laboratoire, etc., de recherche sur les virus. Il avait été très dans la boue, ce pauvre Montagnier, radoteur, et il a plus toute sa tête, effectivement, bien sûr. Et alors vous, Brice Perrier, vous êtes remonté, alors racontez-nous. Je ne reprends pas la thèse de Luc Montagnier non plus. Hein. Non, bien sûr. Mais enfin, quand même, lui a parlé de laboratoire. Oui, lui parlait de séquences du génome, il a dit qu'on a introduit des séquences... Des séquences du HIV. Voilà, du HIV. Non, mais on est bien d'accord. Il n'empêche qu'il a parlé de laboratoire. D'un accident de laboratoire. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à commencer à creuser ça, à creuser cette question? Eh bien, déjà, pas pour compiler des articles, parce que des articles... C'était difficile d'en faire l'année dernière, on n'en commandait pas. Hein, quand on en proposait, on les prenait pas. Donc, ce qui m'a amené, en fait, c'est au début... j'en avais, comme justement, je proposais des papiers, on m'en proposait pas, mais je travaille avec aussi Olivia Rocassens, qui est éditrice, j'avais d'autres projets avec elle, et j'avais vu passer une interview d'Étienne de Crolly, qui est un virologue de Marseille, qui a fait votre préface, qui fait la préface, et qui, dans une interview donnée au CNRS, disait au mois d'octobre dernier que on devait étudier toutes les pistes sérieusement, et y compris celle du laboratoire. Et donc j'avais dit à Olivia, ça serait intéressant d'aller voir avec de Crolly s'il ne voudrait pas faire un livre sur le sujet, parce que ces derniers temps, je faisais assez régulièrement des livres avec des personnes, des scientifiques ou autres. Et donc, j'en ai parlé avec lui, mais il n'avait pas le temps de se consacrer à un livre. Et donc, Olivia m'a dit, vas-y, fais l'enquête, toi. Et du coup, c'est pas le livre de Crolly, c'est le mien. Mais Étienne de Crolly est quand même m'a accompagné. Il est un peu mon expert numéro 1 dans le bouquin. J'interroge beaucoup de gens, mais très régulièrement lui. Il a aussi relu le livre et il a accepté de faire la préface. Alors justement, racontez-nous. Donc, effectivement, vous retracez depuis fin décembre, disons, les annonces chinoises, etc. Et juste une chose, qu'est-ce que vous avez fait? C'est le Wall Street Journal, effectivement, répercuté par Marianne. D'après le Wall Street Journal, qui est un journal sérieux entre tous, 3 chercheurs du laboratoire de Wuhan, justement, où il y a eu les premières grosses contaminations, sont tombés malades dès novembre 2019, soit avant le premier cas identifié officiellement. Ils présentaient des symptômes compatibles avec le Covid-19. Ça se relie avec ce que vous...
Ça, c'était déjà annoncé par le département d'État américain. C'était un peu le mot d'adieu de Donald Trump, qui avait fait un fact-sheet, c'est le département d'État, mais sous sa présidence, qui avait fait un fact-sheet juste avant qu'il quitte la présidence, pour avant que la mission de l'OMS à Wuhan, pour en fait leur donner un peu des directives, et il les invitait à aller notamment inspecter le laboratoire de Wuhan, et disait déjà qu'ils avaient des informations comme quoi certains des chercheurs avaient été malades à l'automne. Donc après, là, ça a fuité, parce qu'apparemment, c'est des documents qui sont classifiés. Il y avait un sénateur américain qui avait demandé de les déclassifier. Là, c'est pas le cas. C'est plutôt une fuite là, qu'il y a eu dans le Wall Street Journal. Donc la Chine a démenti. Voilà. Oui, bien sûr. Donc on peut rester encore au conditionnel, mais c'est vrai que ça... C'est une possibilité qu'il y ait des gens qui ont été contaminés. Et c'est étonnant d'ailleurs même, parce que la réponse chinoise, ça a été de dire on a testé tous les employés. Mais on a testé tous les employés, y compris au mois de mars ou avril 2020. Ben oui. Et donc il y a quand même beaucoup d'employés au WIV. Et ils ont dit qu'ils avaient 0 cas. Et ce qui est très étonnant, parce qu'après avoir eu l'épidémie pendant 3 mois, d'avoir 0 cas de contaminés, il y a quelqu'un d'un groupe qui a fait beaucoup de recherches là-dessus, qui est spécialiste dans les probabilités, qui a dit qu'il y avait une chance sur 1 milliard, qu'il n'y ait pas de... Pas un seul contaminé, voilà, mais bon, ça reste la voie officielle. Et alors, c'est très intéressant parce que vous dites... alors, je voudrais que vous parliez un peu de cette aventure, au fond, la thèse officielle qui a été donnée par Peter Daszak. Racontez-nous qui est Peter Daszak, qui a donné la thèse officielle, qui a fait le là, c'est-à-dire, ça ne peut être que de transmission animale et pas autre chose. Rappelez-nous un peu Peter ça. Daszak, c'est une personne qui mériterait d'avoir beaucoup plus d'attention depuis longtemps, parce qu'en fait, c'est lui qui est à l'origine, oui, je ne sais pas si c'est une thèse, mais en tout cas, d'écarter la thèse du laboratoire, qui a écrit une tribune qui est parue dans le Lancet, la revue Le Lancet, qui est une grande revue médicale, une des plus grandes, en tout cas des plus illustres. Et oui, je rappelle simplement, pardon l'incidence, que c'est dans le Lancet qu'il y a eu cette étude que eux-mêmes ont trouvé bidon sur l'hydroxychloroquine. Il faut quand même rappeler ça. C'est ça. C'était avant. C'était avant celle de Peter Daszak. Donc lui, il a écrit une tribune pour, en gros, dire que... Déjà, une tribune de solidarité avec la Chine, en vantant les mérites des chercheurs chinois, la transparence chinoise, donc ce qui était quand même un peu étonnant. Et pour dire considérer qu'un accident, que le virus pouvait provenir d'un laboratoire où il aurait été travaillé, c'était une théorie du complot à écarter, et sans trop d'arguments en fait. Et il a fait signer cette tribune par 27 scientifiques, lui en ne l'assumant pas personnellement, en se mettant un parmi 27, sauf qu'on a vu par des mails qui ont été divulgués par une association qui a récupéré des mails, grâce au droit américain d'accès aux données, qui a récupéré des mails où on le voit comme il a manœuvré en fait pour faire cette tribune, pour la faire signer par des scientifiques de renom, et de ne pas apparaître trop, parce qu'en fait il se trouve que c'est une personne qui travaille, qui a une ONG qui collecte des virus dans le monde entier, mais qui travaille notamment beaucoup avec l'Institut de virologie de Wuhan, qu'il a même contribué à financer. Il travaille professionnellement. Il travaille professionnellement avec eux, et il a même contribué à financer leurs travaux avec des fonds américains. Et donc, en fait, vous avez la personne qui écarte cette hypothèse, qui a un conflit d'intérêt énorme, parce qu'en fait, il écarte l'hypothèse qui vise en premier lieu son collaborateur. Et ça a été relevé par personne. Les mails sont sortis à l'automne, vers novembre. L'USRTK, l'association américaine, a sorti ça. Ça n'a pas eu un gros écho. Et au mois de février, parce que cette personne, non seulement il a fait cette tribune, mais ensuite il est devenu le patron de la task force du Lancet, toujours sur la recherche de l'origine du virus. D'accord. Et aussi un expert de l'OMS, qui était donc dans la mission qui s'est rendue à Wuhan, et qui était celui en plus il aurait pu être discret, parce que bon, cette histoire était sortie, mais non, pas du tout. Il tweetait toute la journée, il répondait à tous les journaux, et tous les journaux le présentaient comme l'expert. C'est un peu l'expert numéro 1, sans que jamais personne ne relève qu'en fait ce type avait un énorme conflit d'intérêt qui devrait faire qu'il n'est... Son travail est tout à fait légitime, mais par contre, il est mal placé pour écarter, pour juger de ça, et pour écarter l'accident de laboratoire. Comme un certain nombre de médecins, mais enfin, c'est une autre histoire. Ce qu'il a fait, et en tout cas, une fois qu'il a fait ça dans le Lancet, ça a été repris dans le monde entier. Et c'est devenu la thèse officielle. C'est devenu, qui a été couplé avec un article qui est paru cette fois dans Nature, qui a été signé par Christian Andersen et d'autres grands virologues qui se trouvent travaillent tous aussi avec la Chine.
et qui là a écarté l'hypothèse du laboratoire plus sous un angle scientifique, mais même pas tellement, parce que c'était un article d'opinion en fait, c'était d'ailleurs une lettre, c'était même pas un article, une étude, mais là ça a été le dogme. Alors entre la théorie du complot de Daszak et le dogme de Nature avec Christian Andersen, vous aviez la voie qui était toute tracée, et donc tous ceux qui parlaient ensuite de laboratoire, c'était des complotistes. On va en continuer d'en parler avec vous, Brice Perrier, et on va en parler évidemment avec les auditeurs de Sud Radio après les informations. À tout de suite. Pour cela, un seul numéro de téléphone, 0826 300. Vous réagissez évidemment et vous venez poser des questions à notre invité, Brice Perrier, tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous parlons effectivement du SARS-CoV-2 aux origines du mal, une enquête de Brice Perrier, parue aux éditions Belin. En fait, je voudrais quand même dire quelque chose. Ni Brice Perrier, ni nous, ni personne, on dit « Ah, c'est une fuite de labo, c'est une fuite de la... » Il ne dit pas du tout cela dans son livre. Il dit simplement que toutes les hypothèses doivent être abordées. Et c'est vrai que je parle ça au cœur des vierges anti-conspirationnistes, qui voient du conspirationnisme partout, etc. Vous savez, les ayatollahs, ils disent voilà, c'est comme ça, si vous ne pensez pas comme nous. Avant, vous étiez un extrémiste, aujourd'hui, vous êtes un conspirationniste. Non. La science, toutes les hypothèses doivent et peuvent être abordées, y compris celle-là. Et justement, vous rappelez, Brice Perrier, dans Le Monde, les décodeurs du Monde, le 31 mars dernier, titrait un article de la rubrique des fact-checking, l'étrange obsession d'un virus créé en laboratoire. C'est-à-dire que se poser la question d'une origine accidentelle est en soi psychologiquement pathologique. Eh oui, vous êtes complètement fou tout ça. Et alors voilà, ça a été suivi. Il y a eu donc, il y a eu un sondage selon lequel 26% des Français croient que SARS-CoV-2 a été créé par l'homme. Il a été réalisé par l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch, un fanatique, grand professionnel de la lutte anti-complotisme. Et ils disent tous des analphabètes. Les Français n'ont rien compris. Comment pouvez-vous imaginer une minute que ça sort par l'homme? Et vous rappelez, Guy Gorochov, et après je vous donne la parole parce que c'est intéressant, l'expert appelé à la rescousse, Guy Gorochov, qui est responsable du centre d'immunologie et des maladies infectieuses de l'INSERM, pour qui il n'y a pas de discussion possible, ça n'existe pas. Sauf que, vous dites ceci, mot pour mot, je le reproduis. Quand vous l'appelez, Brice Perrier, 8 mois plus tard, l'immunologiste de l'INSERM reconnaît pourtant que l'on sait introduire, entre guillemets, c'est ce qu'il dit, l'on sait introduire des mutations dirigées impossibles à distinguer, et ce virus pourrait avoir été fabriqué par l'homme. Mais en disant cela, on n'est pas plus avancé. Mais il le dit, pourrait avoir été fabriqué par l'homme. Et après, il continue, et il vous dit, Guy Gorochov, tout cela est possible, mais improbable pour des raisons de bon sens, d'éthique et d'intérêt scientifique. Il est plus intéressant de voir des virus qui évoluent naturellement. Alors là, les bras m'en sont tombés quand j'étais à ce niveau de lecture. Attendez, où ça existe, et il y a un intérêt scientifique, si ça existe, ou ah non, ça pourrait exister, certes, oui, ça existe, mais attendez, ça n'a aucun intérêt de se pencher là-dessus. Expliquez-moi, Brice Perrier, comment un scientifique peut dire ça? Je sais pas, c'est curieux, moi ça m'a étonné. Ouais. Parce qu'il a vendu la mèche. Menti. Il a menti surtout. Il a menti dans un article d'une rubrique qui se veut être le décodeur de la vérité, qui vous dit. Et en fait, c'est un pur mensonge, quoi. C'est un pur mensonge qui est véhiculé par cet article. Et après, quand on appelle la personne, il est obligé de reconnaître parce que voilà, c'est pas une question d'être analphabète, mais on disait que ceux qui pensent ça, c'est des analphabètes, mais non, quand vous interrogez des chercheurs qui sont les plus pointus sur le domaine, ils vous disent que oui, il peut y avoir des modifications qui sont faites, des mutations qui sont indétectables. Et il y en a eu d'ailleurs, pas sur le SARS-CoV, mais... Il y en a, et notamment le grand spécialiste au monde de cette chose, c'est Ralph Baric, qui l'a dit, de ses rares prises de parole, qui est quelqu'un qui a travaillé avec Senglishi, qui travaillait de façon assez proche, et qui était au début proche de la tribune du Lancet, qu'il n'avait pas voulu signer, mais on l'a vu dans les mails, mais qui en fait ne voulait pas trop apparaître. Ralph Baric, c'est un des grands spécialistes. Ralph Baric, c'est le grand spécialiste mondial des coronavirus de synthèse, et qui donc a fait sur les chimères, faire des chimères, des coronavirus de synthèse et faire des chimères.
Et là, il a un peu changé de bord parce qu'il est dans les signataires de la tribune de Science la semaine dernière, qui amène ça au top niveau mondial. Et c'est quoi la tribune de Science? C'est une vingtaine de scientifiques qui ont décidé, mais là vraiment le gratin mondial, dont Raj Barit, qui n'a pas été assez remarqué parce que lui c'est vraiment un gros virement de bord qu'il soit dans cette tribune, qui disent ce que disait Étienne de Crolly et d'autres dans ce qu'on dit dans le bouquin, qu'il faut étudier toutes les pistes sérieusement en fait. Donc oui, c'est tout à fait possible d'avoir des mutations dirigées, voire même des choses qui sont faites insérées dans le génome qui ne se voient pas. Et le monde a désinformé totalement dans ce papier, quoi. Alors, à votre avis, pourquoi? Enfin, à votre avis, parce que vous avez quand même, vous êtes penché là-dessus, vous avez suffisamment vu de gens et enquêté. Qu'est-ce qui fait que les gens, enfin, ces gens-là, parmi lesquels, d'ailleurs, il y a des virologues connus et respectés qui ont dit non. Pourquoi on ne veut pas voir ça? Alors peut-être qu'on arrivera à la conclusion que non, c'est une fausse piste. Mais en attendant, pour le moment, il y a des doutes. Et pourquoi le doute? Si la science, c'est pas le doute, c'est quoi? C'est-à-dire que ça peut être ennuyeux en fait pour pour l'histoire de la Chine, pour l'histoire de... Même pas, pour l'histoire de leur métier, de leur activité. Si vous avez cette pandémie qui résulte d'expériences de gain de fonction, d'expériences où on s'amuse, c'est pas vraiment un jeu d'ailleurs, mais où on travaille à anticiper des mutations de virus en les rendant plus dangereux, capables de devenir pandémiques, de passer des barrières d'espèces. Si c'est l'épidémie, la pandémie vient de ça, vous imaginez un peu l'opinion, la réaction, c'est de dire mais qu'est-ce qu'il faut dans les laboratoires? Il faut arrêter ces conneries, quoi. Ouais. Et donc forcément, les personnes qui travaillent dans les labos, ils préféreraient que ça vienne de la nature que de leurs confrères. Et justement, vous parlez, alors revenons à la nature et aux animaux, on voit bien le rôle des chauves-souris, vous rappelez un peu ce qu'il y a eu du point de vue des enquêtes chauves-souris. En revanche, le pangolin, pratiquement, vous le mettez hors de cause. Enfin, un certain nombre de scientifiques le mettent hors de cause. En tout cas, on montre que ça a été aussi une fausse piste qui a été donnée pour envoyer les gens regarder ailleurs et même écarter en fait deux pistes. Déjà la piste du laboratoire, qui a été écartée parce qu'on disait que c'était la faune sauvage. Parce qu'aussi, faut voir que Peter Daszak, c'est quelqu'un qui a beaucoup mis en avant l'histoire de la faune sauvage. Forcément, ce virus vient de la faune sauvage. Parce que c'est son métier aussi, d'aller récolter des virus dans la faune sauvage. En fait, il défend son gagne-pain aussi quand il dit ça. Mais donc, alors que la faune sauvage, c'est pas le plus probable. Si c'est une zoonose qui vient des animaux, ça passe beaucoup plus probablement par un élevage. Donc au départ, vous avez un animal sauvage qui va contaminer un élevage et c'est ensuite que ça passe. En général, c'est comme ça que ça se passe, les zoonoses. Donc là, on relève notamment l'hypothèse du vison, qui est beaucoup plus probable que le pangolin. Que juste en passant, on n'aime pas Didier Raoult, mais il a très très longuement évoqué la piste du vison, lui. Oui, j'ai vu depuis quelques temps, mais c'est pas lui qui l'a évoqué en premier. Mais c'est marrant parce que celui qui a amené un peu la piste du vison, c'est un prof de sociologie. De Lyon. Donc c'est pas un expert du domaine, et c'est aussi ça qui est étonnant, c'est qu'on voit que cette affaire, c'est pas les grands virologues du top mondial qui étaient à signer la tribune du Lancet qui ont fait avancer le schmilblick. C'est plutôt des gens qui étaient en dehors de leur champ de compétences, comme ce professeur de sociologie qui s'appelle Yann Faure. Ou aussi un collectif, c'est vraiment là que c'est eux qui ont fait vraiment avancer la chose, collectif qui s'appelle Drastic, qui a été monté sur Twitter et qui a 1 an aujourd'hui, donc on peut le saluer, et qui n'a jamais été pas reconnu à sa juste valeur. Au départ, au début, était totalement... Qui est toujours là, Drastic. Qui est toujours là. C'est eux qui ont encore sorti, il y a 10 jours, les derniers travaux les mémoires de l'Institut de virologie du Wuhan qui montraient des travaux qu'ils n'avaient pas déclarés. Ils ont sorti énormément de choses. Ceux qui ont sorti l'affaire de la mine, ceux qui ont sorti que la banque de données du WIV a été mise hors ligne. C'est eux qui ont, je dirais pas tout, mais qui ont sorti la plupart des choses. Et c'est amusant aussi parce qu'on n'en parle pas. Et d'ailleurs, Le Monde, qui depuis a fait des très bons papiers avec Stéphane Foucard sur cette histoire, ne cite jamais Drastic. Comme si c'était une source peut-être pas assez sérieuse, alors qu'en fait, ce sont des gens, il y en a qui sont sous pseudo, il y en a qui sont des chercheurs qui sont sous leur vrai nom, il y a des Français aussi. Et c'est eux qui font avancer les choses. Et en fait, c'est là où on voit que c'est pas la science officielle, on va dire, qui a fait avancer les choses, parce qu'aussi, dans les revues, on peut voir qu'il y a eu une censure, en fait, dans les revues scientifiques. Vous citez beaucoup de chercheurs ou de virologues qui n'ont pas pu faire passer leur article. Voilà, on dit, je voyais l'autre jour Vincent Glade qui disait sur Twitter que personne ne parlait de gain de fonction il y a 1 an, tout ça, mais c'est complètement faux. C'est quoi les gains de fonction? Les gains de fonction, c'est les travaux qui peuvent être faits sur les virus. Ah oui, d'accord. Comme les faisait Ralph Baric, comme les faisait Zenglichy à Wuhan. Et en fait, vous avez plus d'1 an, vous avez un papier d'un mec qui a un papier brillant, d'un type qui s'appelle Yuri Degin, qui a fait un papier sur
qui explique que tout le travail qui est fait sur les gains de fonction, notamment chez Barrick et qui est un truc brillant, quoi, et qui existait il y a un an et qui n'avait été lu par personne, donc il y a beaucoup de choses qui étaient connues et qui en fait ne sortent que depuis là, et on sort pas encore tellement de ça aujourd'hui. Là, l'affaire est devenue, avec le papier de Science, avec déjà la tribune d'Étienne de Crolly et des autres, avec les réactions après le rapport de l'OMS, où le patron de l'OMS a désavoué le rapport le jour même en disant il faut pousser plus cette piste. Donc là, aujourd'hui, on parle beaucoup de la Chine, et voilà, dire oui, la Chine ment, et c'est vrai que la Chine n'est pas claire et qu'elle cache de l'information, mais je pense qu'aujourd'hui, un an après, il faudrait aussi que les médias, qu'on s'interroge sur pourquoi est-ce qu'on a mis un an à découvrir la Lune, quoi, en fait. Hein. Et encore, on l'a pas encore bien découvert, parce que je vous dis... pourquoi on a écarté cette piste d'emblée, c'est ça. Pourquoi ça a été écarté? Il y a un dysfonctionnement, et dans les revues scientifiques, les gens qui voulaient faire des papiers, la lettre de Nature qui disait que ça ne pouvait pas être issu d'un laboratoire, elle a reçu, je sais pas, 5-10 réponses des gens qui répondaient, il n'y en a aucun qui n'a été publié. Ouais, c'est tout à fait. Il y a eu un blocage d'informations au niveau des revues scientifiques, et après, ça a été relayé par les médias à large échelle, quoi. Et en fait, tous les Conspiracy Watch et autres de tous les pays se sont unis pour dire attendez, pas touche à ça, pas touche au labo, quoi. En fait, c'est ça. Oui, on se demande même pourquoi, parce que c'est stupide un accident, ça n'a rien d'un complot, quoi. Bah, bien sûr. Donc, on peut pas dire non, parce que il y a eu des gens qui sont partis. Alors là, c'était, guerre bactériologique et compagnie, ça c'est bon. Ça a déliré là-dessus, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai, comme vous dites, enfin, il y a eu évidemment des virus, on travaille sur le virus dans les labos. D'ailleurs, c'est la fonction des labos de travailler sur les virus et de les séquencer, enfin de faire un certain nombre de choses. Et pas de les créer à partir de rien, mais de prendre un virus, de le mélanger avec un autre, d'éventuellement lui ajouter des choses. Et on peut appeler ça quand même une création de laboratoire, puisque ça sort d'un laboratoire et suite à un travail qui peut être plus ou moins dirigé, parce que quand vous mettez des cellules en culture, différents virus, vous pouvez avoir des mutations qui vont se faire naturellement dans les paillasses, quoi. Et d'autres on s'attend pas. Et après, d'autres qu'on s'attend pas. Et après, on sélectionne, on garde celles qu'on veut. Mais ça reste un travail de laboratoire qui n'a pas à être écarté comme quelque chose de complotiste. Surtout quand l'épidémie démarre dans la ville où il y a les laboratoires qui sont les plus à la pointe du monde, qui ont la plus grande collection de virus et qui sont spécialisés dans ces travaux de gain de fonction. Donc, comme par hasard. C'est quand même la première chose à regarder, à mon avis. Hein. On se retrouve après ceci et avec les auditeurs de Sud Radio et Brice Perrier. Voilà, vous réagissez 0826 300 300. Brice Perrier reste avec nous. Donc évidemment, vous venez lui poser des questions et vous pouvez aussi revenir sur les autres sujets, hein, ces attaques en succession contre la police, mais les autres attaques aussi d'ailleurs, on peut en parler, hein, ces récidivistes, etc. Pourquoi les chiffres du Covid en France étaient surestimés depuis des mois? Youssoupha qui chante l'hymne des Bleus, voilà, tous ces sujets-là, on vous attend. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkov dans tous ses états et les pangolins dans tous leurs états quand ils écoutent Brice Perrier, qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas responsables de cette crise de la Covid. Et vous aussi, vous nous appelez 0826 300 300. On donne la parole à Guy qui nous appelle de Paris. Bonjour Guy. Oui, bonjour Guy. Bonjour madame, bonjour messieurs, merci pour le temps consacré. Alors j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un laboratoire de chimie nucléaire en recherche appliquée, donc sur des éléments très très dangereux. Nous étions en ce qu'on appelle laboratoire en puissance P4, c'est-à-dire puissance maximum, sécurité maximum. Eh bien, il est arrivé que de la contamination sorte de ce laboratoire malgré toutes les précautions. Contamination qui allait jusqu'à contaminer tout un réfectoire de plus d'1 millier de personnes. Ah oui, vous voulez dire un millier de personnes ont pu être contaminées, c'est ça? Oui. Alors non, le réfectoire, le monsieur qui est sorti de notre laboratoire, qui s'était mal vérifié, a contaminé le bord de la caisse où on prend notre billet pour le repas. Il a contaminé la table sur laquelle il a posé son plateau, etc., etc. Donc ça va très vite. Vous voyez, et là où il y a de l'humain, comme je dis, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. L'homme est faillible, il faut le savoir. Donc il y a cette possibilité, malgré toutes les précautions. Ça, c'est une chose. La deuxième, j'ai de la famille qui a visité le marché de Roanne, entre autres, il y a 4-5 ans. Ah oui, le fameux marché aux animaux, là, au humide. Le fameux marché aux animaux était le même que les autres marchés, hein, c'était pareil. C'était atroce. Et cette famille a vu des personnes consommer des chauves-souris, les dépeçant, les faisant griller et les mangeant sur place.
Les animaux étaient abattus sur place, quel que soit l'animal, quelle que soit la provenance, qu'ils proviennent de la Wuhan, oui. C'est plus de chauves-souris à Wuhan, apparemment. Comment ? À Wuhan, ils ne vendaient plus de chauves-souris. C'est plutôt le sud de la Chine qui a encore ça, et c'est quand même une pratique qui se perd, apparemment. Il y a 4-5 ans, ça continuait. Ouais. Ça continuait, donc tous ces animaux étaient mélangés les uns avec les autres, entassés dans des cages les uns sur les autres. Donc, vous voyez, donc on est obligé de s'axer, de pénétrer dans les deux possibilités de contamination. Oui, bien sûr. Il faut prendre en compte les deux. À part entière. On ne peut pas se permettre d'en éliminer une pour préférer l'autre. On est tout à fait d'accord, et le problème, c'est qu'on en a jusqu'ici à éliminer une pour en privilégier l'autre. C'est une erreur grave. Non seulement l'erreur est grave est là d'une part, d'autre part, nous avons, depuis des dizaines et des dizaines d'années, les pays européens, la capacité d'appréhender une pandémie. On sait comment faire. J'ai été formé, moi, par l'armée et par la protection civile, dans les cours NBC, pendant mes études de chimie, en études supérieures. Donc, c'est très clair. C'est test permanent, bien évidemment précaution avant, test, la personne qui est testée, qui est positive, cette personne mise à l'isolement et soignée. Oui, on doit isoler les secteurs. Oui. On fonctionne comme ça dans les bâtiments où on travaille sur des pandémies. C'est bien, mais monsieur, vous mettez en question toute la gestion du Covid qu'on a eue, et pas seulement nous. Voilà, mais l'origine, il ne faut pas oublier que l'origine peut venir de deux façons différentes. Et puis il y a aussi une troisième origine qui est beaucoup plus grave que nous vivons, c'est que nous pouvons très bien être face à une personne ou des personnes qui ont une idéologie, qui sont capables, dans leur folie, de sortir un virus et de le balancer dans la nature. Oui, écoutez, faut pas être complotiste, mais non, moi, surtout... Non, c'est pas ça, il faut pas émettre des hypothèses, et tout est possible, bien sûr, tout est possible. Oui, mais bon... surtout, moi, ces deux axes... C'est ça, les deux possibilités que vous avez évoquées. La nature, provenant de l'insanité, et l'erreur humaine. Ça, il faut accepter. On est d'accord, merci de votre analyse. Qui parle. Il faut bien voir, je crois, sur les gays, que ça a été fait délibérément, que ça serait vraiment stupide de la part de la Chine de faire ça à Wuhan. Parce que s'ils avaient l'intention de lâcher un virus, le mettre à côté des laboratoires qui les fabriquent... On ne commence pas la guerre bactériologique dans son propre pays. Et surtout dans la ville où on est à la pointe de ces recherches, quoi. Ça serait vraiment pas malin. Et donc, rien que ça. Et en plus, c'est pas un virus qui correspond... à ce qu'on fait comme arme bactériologique. Il y a pire. Il y a beaucoup plus efficace. Ça n'a pas le profil d'une arme biologique. Clémence. Bon, vous continuez tous, en tout cas, de nous appeler. Brice Perrier reste encore avec nous, qui a fait justement cette première vraie enquête complète, on va dire, sur les origines du mal du SARS-CoV. Eh bien, on vous attend à ce sujet tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, SARS-CoV-2 aux origines du mal, édition Belin, c'est le titre du livre de Brice Perrier. 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone auquel vous nous appelez tous. François nous appelle de Rodez. Bonjour François. Oui, bonjour François. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Ah non, il n'est pas là. Alors, François n'est pas là. Grand silence blanc. Bon, allez, on va donner la parole. J'espère qu'un pangolin ne vous a pas mangé, François. On va donner la parole à Christophe en attendant. Christophe nous appelle d'Angers. Bonjour Christophe. Bonjour de l'Anjou. Je suis là. Bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'effet Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. Ce sont deux psychologues américains qui, à la fin des années 2000, ont mis en évidence quelque chose de très intéressant, c'est que le sentiment de confiance allait avec l'ignorance. Moins vous savez, plus vous êtes confiant. Et je trouve que ça s'applique formidablement à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'on nous impose beaucoup d'ignorance et ça nous rend confiants. On accepte beaucoup de choses.
Hein. Et moi, il y a quelques jours, je crois que vous êtes intervenu sur la télévision sur la vaccination, où vous invitez des invités BA proposaient de donner de l'argent ou des parts de pizza à des gens pour se faire vacciner. Et vous aviez parlé de prostitution vaccinale et vous aviez raison. J'ai trouvé ça très choquant que l'on puisse interdire aux gens d'avoir un avis, de réfléchir par eux-mêmes, et que ça n'avait aucune valeur, que finalement, on pouvait les acheter. Je trouve ça dégoûtant. Mais vous avez tout à fait raison. C'est plus que ça. En fait, là où je vous mets un bémol. Sur le reste, je suis d'accord avec vous. C'est moins ils en savent. Vous dites plus ils sont confiants. Oui, sauf qu'ils sont pas confiants. Ils sont managés par la peur. Le vrai, ce qu'on a constaté ici, et pas seulement en France, c'est que si vous voulez, à partir du moment où vous dites attention, vous n'êtes pas quelqu'un en bonne santé. Vous êtes un malade du Covid qui s'ignore, mais un jour ça pourrait exploser. À ce moment-là, vous avez une espèce de sidération, et on voit très très bien dans notre pays comment ça s'est passé, la sidération. On s'est dit, oh là là, allez vous faire tous vacciner, ou attention, les masques, ou attention, pas toucher, etc., etc., etc. Tout ce qui a été établi, je ne dis pas que c'est faux, je dis simplement qu'on a mis la peur en avant, et je crois que cette confiance, elle a été très érodée. Regardez, les politiques avaient longtemps qu'on n'avait plus confiance, les médias non plus. En revanche, les médecins et ce qu'on appelle la science, on avait très confiance, jusqu'à ce qu'on voit les médecins de plateau s'écharper en public pendant des mois et des mois, dire tout et son contraire. Voyez, donc je crois je crois que l'ignorance effectivement amène à la passivité. C'est ça qui est encore pire que la confiance, c'est la passivité. Et c'est ça qui est. Mais André, vous savez pourquoi aussi? C'est que le savoir amène le doute. Ah ben voilà, on est bien d'accord. Et c'est pour ça qu'on parle du bouquin de Brice Perrier. Il dit, on ne dit pas oui, c'est un laboratoire que ça a été fait. Il dit, est-ce qu'on peut aborder au cours de son enquête, est-ce qu'on peut aborder la possibilité que ça ait échappé d'un laboratoire où l'on travaille sur les virus? Parce qu'il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup de signes qui aussi mènent vers ça, parce que c'est pas juste une hypothèse intellectuelle. Alors les signes, parlez-en un peu les signes. Les signes, déjà, vous avez le lieu, et puis après c'est les caractéristiques du virus qui correspondent au genre d'expériences qui peuvent être menées, et en particulier sur une zone particulière du virus qui est en fait son atout maître au niveau infectieux, qui est le site furine, dans lequel il y aurait d'ailleurs des traces qui pourraient renvoyer vers le laboratoire, parce que là c'est un peu technique, mais vous avez cette zone qui fait 4 acides aminés, qui est donc codée par des codons qui sont 3 nucléotides, et vous avez 2 de ces codons qui sont rares dans la nature, mais très couramment utilisés dans les laboratoires. Donc ça. Mais on n'a pas vérifié ça, si on savait. Personne n'a fait d'études. Par exemple, l'OMS aurait dû faire une étude là-dessus pour voir un peu le degré de bizarrerie de cette présence. Ça n'a pas été fait, mais ça va être fait là par une équipe française qui est dirigée par un bioinformaticien qui travaille aussi avec Étienne de Crolly, et qui ont lancé une étude qui va être faite cette année. On va faire un comparatif de génome avec beaucoup de virus, une étude statistique très poussée qui va voir pourquoi la présence de ces codons est comme ça. Et il y a d'autres évolutions du virus, des zones qu'il a acquises, qui sont aussi un peu étonnantes. Donc ils vont regarder ça avec une étude statistique très poussée, et là on aura des éléments qui seront pas des preuves absolues, mais qui permettront de se faire une idée beaucoup plus précise, sans même que la Chine donne accès à plus de données. Donc c'est une étude très importante. Écoutez, qui vivra verra, mais en attendant, ça sera cette année, ça sera pas vous vivrez sans doute pour la voir. J'espère. Non, mais on verra. De toute façon, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'on avance, on cherche. C'est ça le problème. Enfin, d'abord, savoir, et puis on découvrira ce qu'on doit découvrir. Merci en tout cas. Merci. Merci Christophe. Et on a retrouvé François, alors on va lui donner la parole. François de Rodez, bonjour. Oui, bonjour François. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, on vous entend. Voilà. Allez-y. Merci déjà d'ouvrir cette tribune. Oui, alors moi, l'année dernière, quand j'ai entendu, je crois que c'était début mars, professeur Montagnier à la radio dire que le virus pouvait s'être échappé d'un laboratoire. Oui. Il disait qu'il y avait 16 séquences qui venaient du HIV et d'autres virus. Et après, j'ai entendu aussi sur les télés des médecins intervenir pour dire que c'était n'importe quoi, parce que ces séquences étaient petites et qu'on pouvait les retrouver partout. Alors, comme je connais un peu le domaine, j'ai regardé les séquences qui étaient dans l'article de Montagnier et Pérez, le biomathématicien. Ouais. Et puis, je les ai cherchées sur les bases de données NCBI
des bases de données donc de protéines et puis de génome. Et là, je ne les ai pas trouvés. Alors sur les 16, j'en ai juste trouvé 2 dans un seul organisme vivant. C'était, bizarrement, c'était très curieux, c'était l'aigle royal. Ah, d'accord. Mais les autres, non. C'est-à-dire que ces 16 séquences, on les retrouve que dans l'aigle royal. Ou les chimères qui ont été fabriquées pour reconstituer le virus. D'accord. Voilà. Pas forcément. Hein. Je vous invite à lire un article qui a été fait aussi par Étienne de Crolly, Jacques Van Elden et plusieurs autres chercheurs, notamment un spécialiste de la phylogénétique, qui ont en fait, je ne sais pas si c'était les 16, là c'était surtout 4 insertions que Luc Montagnier mettait en avant, disant que c'était des insertions du HIV. Et pour ces 4 insertions, donc ils ont fait une recherche phylogénétique assez poussée pour voir si on les trouvait ailleurs. Et ils ont trouvé ailleurs pour 3. Chez le pangolin ou chez la chauve-souris. Et donc ils ont trouvé une possibilité que ça vienne d'ailleurs pour 304 insertions. Par contre, la 4e, non. Et la 4e, il se trouve que c'est le sitfurine. Donc cette zone un peu fatale. Mais quand même, ces séquences qui ont une longueur entre 20 et 40, donc en moyenne 30, si on regarde la probabilité pour qu'elle soit là par hasard, c'est vraiment incommensurable, quoi. Voilà. Et il parlait bien de 16 séquences, et pas seulement de 4. Et les arguments des gens disaient oui, c'est trop petit pour que ça soit discriminant, alors que c'est extrêmement discriminant. Ça, c'est une discussion technique et scientifique qu'on ne pourra pas malheureusement prolonger là, mais en tout cas, j'invite tous les auditeurs à lire le livre de Brice Perrier et à eux-mêmes aller chercher. C'est très important. Ne comptez sur personne que sur vous-même et comptez sur les gens qui ont vraiment enquêté. Voilà, d'ailleurs, je rappelle le titre du livre, SARS-CoV-2 aux origines des mal, édition Belin. Allez, on donne la parole à Pascal qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Oui, bonjour Pascal. Émission passionnante, hein, comme d'habitude chez vous. Bon, super. Et je vous appelle parce que je vais faire un petit peu mon complotiste en rapport à ce qu'a dit votre invité. Allez-y. Il y a quand même des enjeux géostratégiques permanents à travers le monde, quoi. Et puis des fois des guerres d'influence, etc. Et je voulais rebondir sur ce qu'il a dit. En fait, ça serait une mauvaise idée de lâcher un virus chez soi, de faire ce genre de choses. Ah oui, de ne pas commencer par son propre pays et Wuhan, le laboratoire. Voilà. Oui. Quoi qu'il en soit, et si on relativise, bien sûr, hein, c'est un virus qui tue pas tout le monde. C'est pas la peste noire, quoi. C'est clair. Donc, c'est un virus, si on voulait être un peu complotiste ou un peu analyser ça, qui pourrait être utilisé pour faire une grosse déstabilisation mondiale des économies, des États, de tout l'équilibre actuel, une grosse remise en question, sans faire non plus sans tuer tout le monde, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut écarter cette piste-là? C'était ma question. Bah là, après coup, vous voulez la déstabilisation, c'est sûr qu'elle est là. Mais c'est difficile déjà de la prévoir à l'avance. Hein. Et puis surtout, je vous dis. Si, mettons, je ne sais pas si vous pensez qui aurait fait ça. Donc, si vous pensez que ce sont les Chinois, ils voudraient faire ça, ils iraient plutôt le faire dans la zone où il y a les chauves-souris pour qu'on croirait que c'est naturel. Parce que c'est d'ailleurs Zheng Liqi a dit jamais j'aurais cru que ça arriverait à Wuhan. Et si c'est pas les Chinois? Si c'est pas chinois, c'est que vous êtes encore plus complotiste. Et que, vous n'aimez pas les films de James Bond. Mais en tout cas, c'est pas. Si c'est pas les Chinois, qui sont très affûtés pour y répondre. La thèse, enfin, ce que veut dire, c'est François. Pascal. C'est Pascal. Ce que veut dire, pardon. Ce que veut dire, c'est que effectivement, enfin, mais c'est encore une fois une hypothèse que nous ne retenons pas. Non, mais bien sûr, mais on discute de tout et c'est très bien discuter de tout. C'est que effectivement, ça n'a pas été une maladie, ça n'a pas été la grippe espagnole, ça n'a pas été la peste noire, etc. On le voit aujourd'hui, au bout d'un an. Donc, bien sûr, effectivement, moi j'y crois, enfin je n'adhère pas du tout à cela. Mais est-ce qu'on pourrait avoir des autorités? Est-ce que c'est envisageable ou c'est uniquement de la politique fiction, je ne sais, ou d'un thriller fiction, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions par rapport au traitement de tout ça, quoi. C'est vrai. On peut tout envisager, mais après les spécialistes des armes, justement des armes biologiques et tout ça, disent que ça correspond pas du tout à ce qui se fait. Et là, ça revient cette histoire avec notamment une journaliste australienne qui a sorti un papier qui annonce un bouquin pour septembre en disant que voilà, c'était les Chinois travaillaient sur une arme biologique.
ils envisageaient le coronavirus comme une arme biologique, mais c'est vraiment une totale mésinterprétation des choses, parce qu'en fait, elle se base sur soi-disant des documents un peu secrets chinois, alors qu'en fait, c'est un livre qui a été publié, qui est en vente sur Amazon, qui a été publié en 2015 par une sommité scientifique chinoise, il est vrai, mais qui, lui, en fait, est une théorie du complot, parce qu'il parle du SARS-1, et il présente le SARS-1 comme une arme biologique lancée contre la Chine. Donc, en gros, il dit, puisque c'est ça, ça pourrait être aussi ça. Et donc, ça s'est surinterprété en disant, les Chinois envisageaient en 2015 d'utiliser le coronavirus comme une arme. Mais c'est complètement faux. Et c'est pas du tout secret. C'est un livre qui était en vente sur Amazon, qui a été désavoué officiellement par les Chinois. Donc, on essaie aussi de monter en épingle. Il vaut mieux rester sur les choses concrètes, voir ce qu'il en est, que partir dans faire des plans sur la comète. Exactement. Et c'est déjà un sacré travail de le faire. C'est pas évident. Merci. Merci beaucoup en tout cas et continuez de nous appeler 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous continuons de parler des origines, notamment du SARS-CoV-2 avec Brice Perrier. Et vous, chers amis, qui nous appelez 0826 300 300. La parole à Florence qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Oui. Bonjour Florence. Bonjour Florence. Bonjour Sud Radio, bonjour Monsieur Berkov. Alors vous avez passé des bonnes vacances? Très bonne, merci. Mais j'étais toujours là, j'étais là, je tweetais. Vous revenez sur le front, on a besoin de vous, faut pas partir. Non, ça y est, je suis là, je suis au poste, dans les tranchées. Super. Moi je voulais dire que, par rapport à votre invité qui fait un excellent travail, évidemment, comme la plupart de vos invités, enfin pas tous mais beaucoup. En fait, ce qu'il faut savoir, en fait, on met les érudits de Radio Berkov là. Les sont analysés. Et font des bêtises. Attendez, excusez-moi, est-ce que vous avez gardé votre haut-parleur parce qu'il y a un problème de liaison? Oui, ou est-ce que vous pouvez vous déplacer? Vous m'entendez mieux là? Oui, là ça va mieux, oui. Voilà. Oui, je disais que les érudits de Sud Radio sont là, pendant que les clowns de l'Élysée font des blagues de gamins de 15 ans. Donc on voit bien l'image de la France, quoi. C'est assez spécial. C'est l'histoire qu'on entend donc par rapport au Covid. Moi, je suis complètement d'accord avec l'ancien auditeur. Qui sait, ça se trouve, c'est quelque chose qui a été d'une volonté humaine, parce que quand on voit ce que je veux dire par rapport à Youssoufa, les Puvlards, etc. Mais quand est-ce que les Français vont se réveiller, ils vont se dire qu'on les prend pour des cons? Quand est-ce qu'ils vont arrêter de voter pour des cons, des gens qui mentent à longueur de temps et qui s'en fichent complètement? Je veux dire, c'est hallucinant. Quand on voit déjà l'investiture de Macron avec la fête de la musique où il a fait venir des transsexuels, on a vu directement à quel niveau on allait être pris. Je veux dire, il y a des gens qui veulent détruire la France, qui l'aiment pas, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'on a été trop tolérants, et puis il y a nous qui ramons et qui se faisons insulter, quoi. Moi j'en peux plus de me faire insulter comme ça quand on parle de Youssoufa qu'on écoute qui traite Marine Le Pen. Il traite quand même 20 millions de personnes quand il traite de... 11 millions, mais c'est déjà pas mal. Je parle des 11 millions qui ont voté pour elle au second tour en 2017. Oui, mais en général, ils traitent les blancs en général. Vous savez bien, Conrad, c'est pas... Voilà, donc quand est-ce que les gens vont se réveiller? Alors, à moins qu'il n'y ait que des nazis au pouvoir, finalement, des gens qui sont planqués. Moi, je vois pas des gens qui aiment la France et qui aiment le peuple. Donc, les clowns, on va les enlever, on va remettre les vrais clowns, quoi, parce que là, on est mal barrés. Écoutez, de toute façon, vous savez, au bout du compte, ça dépendra de chacun d'entre vous ou d'entre nous. Si les gens réagissent, c'est bien, ça se verra. Si les gens ne réagissent pas, ça se verra aussi. Moi, je fais comme Coluche qui disait, si tu t'occupes pas de la politique, elle va s'occuper de toi. Exactement. Et vu que les politiciens qui s'occupent de moi, c'est que des cons, des menteurs, c'est des assassins pour moi. Parce que quand on voit bien le Covid, Marine Le Pen, elle l'avait dit qu'il fallait fermer les frontières. Et on lui crache encore dessus. Et pourquoi ils n'ont pas fait ça? Voilà, c'est des gens, ils s'en foutent de nous. Bon, bref. Allez tous voter, quoi. Exactement. Moi, je vais même vous dire, je suis pour le vote obligatoire. Vous voyez? Tout à fait. Avec reconnaissance du vote blanc. Avec reconnaissance du vote blanc. Très important. Voilà, des devoirs et après des droits. Voilà, bravo. Merci beaucoup. En tout cas, Florence, on va donner la parole à Jean-Paul qui nous appelle de Toulon. Bonjour, Jean-Paul. Oui, bonjour, Jean-Paul. Oui, bonjour. Il faudrait que Brice Perrier s'accroche parce qu'il tient le bon filon. Au labo de Wuhan, il est essentiellement fait des recherches pour développer un vaccin contre le VIH
à partir du coronavirus comme vecteur. Et tout ça est piloté par l'INSERM il y a 2-3 ans, et notamment Yves Lévy. Yves Lévy est planqué au Conseil constitutionnel. On ne l'a jamais entendu dans une commission d'enquête. Il connaît beaucoup de choses. Deuxièmement, Luc Montagnier a effectivement donné des indications sur le codage qui apparaît sur le VIH dans le virus, dans le coronavirus. Et il faut savoir que Stéphane Bancel, qui est le président de Moderna, en octobre 2020, a fait une conférence visuelle auprès des anciens élèves de Centrale, et il s'est lâché. Il s'est lâché en indiquant que son développement sur le vaccin contre le corona allait lui permettre de trouver très rapidement un vaccin contre le VIH. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube. J'ignorais cela, mais oui. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube dans une téléconférence qu'il a fait aux anciens élèves de Centrale. Donc tout ça me laisse à penser que effectivement c'est à partir du labo de Wuhan qui développait de manière intense un vaccin contre le VIH que les choses sont parties. Vous croyez que le laboratoire de Wuhan... Attendez, je vais demander à Brice Perrier, est-ce que le laboratoire de Wuhan, d'après votre enquête, était dédié principalement, jusqu'à ce que dit notre auditeur il y a quelques années, à la recherche sur le VIH? Non. Non, ils étaient vraiment spécialisés sur les coronavirus. Et d'ailleurs, ils travaillaient à un vaccin, mais un vaccin, une sorte de vaccin Pankov, qui aurait été valable pour tous les coronavirus, un peu et ça, c'est une hypothèse qui est d'ailleurs qui est soulevée par aussi toujours par ce groupe drastique et par une chercheuse italienne qui elle est pas anonyme, qui s'appelle Rossana Segreto, qui travaille à l'université d'Innsbruck en Autriche, et qui émet l'hypothèse qu'en fait SARS-CoV-2 soit un vaccin atténué, en cours d'élaboration, pas terminé, et que ça serait ça qui travaillait à ce vaccin, ça serait ça qui aurait fuité. Ça serait il travaillait sur un vaccin atténué contre les coronavirus, et que c'est ça, et qui n'était pas terminé, et que c'est ça qui aurait pu fuiter. Parce que alors là, je vais pas rentrer dans la technique, parce qu'elle soulève des points justement du virus qui ressemble un peu à un vaccin atténué. Donc ça, je les expose dans le bouquin. Elle les a exposés sur Twitter. Mais voilà, c'est plus ça. Hein. Quant à M. Montagnier, M. Pérez, moi je les ai sollicités pour qu'ils répondent notamment à quelques questions toutes simples, notamment ce qu'a dit. Ce que dit le papier de Crowley et Van Helden sur ces quatre insertions. Et malheureusement, ils n'ont pas voulu répondre. Ok. Merci en tout cas. Merci beaucoup Jean-Paul. On donne la parole à Guillaume qui nous appelle de Carcassonne. Oui, bonjour Guillaume. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour André, bonjour à vos invités. Je voulais moi juste réagir sur les conséquences du virus, à savoir s'il a fuité ou pas du laboratoire de Wuhan. Mais je voudrais juste souligner moi ce que ça a engendré, à part la crise économique bien sûr et sociale qui va venir. Mais je voudrais surtout parler quand même du vaccin, parce qu'on voit bien que la seule obstination de tous les gouvernements, c'est la vaccination à tout va, c'est de piquer tout le monde. Et on voit bien que ceux qui déjà la refusent sont déjà traînés dans la boue. Donc voilà, je pense qu'il doit y avoir un principe de précaution aussi à avoir vis-à-vis de ça. Pourquoi, dès le début, même un mois seulement après le début de la pandémie en France, Emmanuel Macron a appelé à la vaccination générale, sans parler de traitement. 1 an et demi de crise, et la France n'a pas été capable de trouver un seul traitement. Et tous les traitements qui ont été proposé. Voilà, tout cela a été balayé d'un revers de la main. Même la vitamine D, ils n'en veulent pas. À croire que voilà, je trouve bizarre quand même qu'on soit obstiné à vouloir vacciner tout le monde. Voilà. Est-ce que alors, est-ce que Brice Perrier, ça c'est pas votre enquête, le sujet de votre enquête n'est pas là, mais en revanche, oui, vous dites en revanche, vous pensez qu'au départ, vous venez d'un pas par là, il travaillait sur la vaccination, donc ce laboratoire de Wuhan. De toute façon, c'était le but de faire ces virus, ces mutations, provoquer ces mutations, faire ces gains de fonction. C'est dans le but d'avoir les virus dangereux qui pourraient arriver pour préparer des parades qui peuvent être des vaccins ou des médicaments, mais surtout des vaccins. C'était vraiment
Faire un vaccin, c'est un peu la logique aujourd'hui de la médecine, de faire de façon maladie infectieuse, de faire des vaccins. C'est la logique qui existe depuis déjà quelques années, donc qui s'est naturellement exprimée avec le Covid, je pense. Après, c'est vrai que je ne veux pas rentrer plus avant là-dedans, mais en tout cas, oui, c'est face aux pandémies, face à ce qu'ils pensaient, la réponse c'est un vaccin. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'incite notamment Bill Gates avec ses fondations, il subventionne ça, les recherches que fait Peter Daszak, c'est aussi quand même dans cette même logique d'aller collecter un maximum de virus pour les connaître et pour faire des parades et faire des vaccins. Oui, disons que ça part de bonnes intentions et après, les résultats sont pas forcément bons parce qu'il y a pas déjà. Ça arrive dans l'endroit où ils seraient censés être les plus équipés pour en faire face. Et ils ont pas réussi à y faire face de manière avec des vaccins, quoi. Et il faut voir aussi, c'est un peu amarrant, mais que Ralph Baric, qui travaille donc avec eux, lui, il a trouvé quelque chose. De son laboratoire, il y a un médicament qui a été un peu conçu, c'est le Remdesivir. Oui. Qui était aussi beaucoup utilisé par Peter Daszak avec les animaux et tout ça. Ouais. Et voilà, c'est pas forcément le remède miracle. Ça a été même écarté par l'OMS. Il est très cher, mais c'est pas du tout le remède miracle. Après, je le rappelle que l'Union européenne a acheté du Remdesivir pour 1 milliard d'euros. Parce qu'il était bien supporté par le milieu. Bien promu. Allez, Clémence. On donne rapidement la parole à Angèle qui nous appelle de Marseille. Bonjour Angèle. Oui, bonjour Angèle. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Clémence et bonjour le monsieur que j'ai déjà bien entendu chez Thinkerview, que j'admire beaucoup. Ouais. Donc moi c'est un peu des gros remerciements que je voudrais donner à Youssoufa, à la Fédération française de football, au Bleu, à la ministre des Transports. Parce que moi je veux bien aussi me faire engrosser comme une chienne. Et d'ailleurs comme ça fait partie de la culture, je propose à toutes les Françaises de le faire. Et puis encore mieux, le truc suprême ce serait de le faire avec McFly et Carlito à l'Élysée. Je trouve que ce serait formidable. Écoutez, l'invitation est lancée, nous allons la transmettre. Macron, si tu m'entends, voilà. Alors, et puis je voulais dire aussi que ça m'étonne pas trop des milieux sportifs, parce qu'on a vu que ces quelques dernières années qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont fait violer. D'ailleurs, on n'en entend plus parler. Et que pour l'instant, on n'entend guère ni Madame Schiappa, qui défend les femmes. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup entendu ces jours-ci. Ni les féministes. Les féministes non plus, c'est vrai. Je veux leur rappeler que les violences faites aux femmes commencent par les injures et les insultes. Voilà. Oui, écoutez, c'est mon message. Eh bien, votre message a été enregistré, entendu et transmis au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. On vous tiendra au courant. Brice Perrier, je voudrais finir avec vous justement finir quelque chose qui commence. C'est pas terminé. À votre avis, votre enquête journalistique, et encore une fois que je recommande aux auditeurs de Sud Radio. Vous pensez qu'on va trouver si oui ou non il y aura eu fuite de labo ou fabrication de labo? Vous pensez qu'à un moment donné, même si c'est pas demain après-demain, vous pensez qu'en avançant, on ne peut pas ne pas trouver une réponse dans un sens ou dans un autre, mais une réponse claire avec des preuves claires? Je ne sais plus si c'était à l'antenne ou hors antenne. Je vous ai parlé des codons tout à l'heure, on en a parlé à l'antenne. Oui, vous avez parlé des codons. C'était à l'antenne, hein, oui, absolument. Donc, il y a cette piste des codons qui peut amener une réponse statistique assez forte, quoi. Et ensuite, c'est sûr que pour savoir, il faut une ouverture, une ouverture plus grande des laboratoires, et pas forcément d'ailleurs que des laboratoires chinois, parce que moi je pense que c'est dans une logique, d'ailleurs le temps s'y prête, parce que cette semaine il y a l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS, où j'espère que le sujet sera évoqué, parce qu'on parle d'un traité futur sur les prochaines pandémies. Ça serait bien aussi que ça s'applique à ce qui s'est passé, et que là, moi je pense que tous les laboratoires qui travaillent sur les coronavirus et les gains de fonction devraient être ouverts aujourd'hui, que ce soit en Chine ou à Rotterdam, où ils sont très à la pointe, ou aux États-Unis ou ailleurs. Et s'il y avait une transparence totale, parce que ça s'impose avec la pandémie, de savoir exactement sur quoi ils travaillaient. Et ça serait la première enquête à faire. Et c'est une enquête qui est facile. C'est plus facile que d'aller trouver un pangolin au milieu de la brousse et d'espérer tomber dessus. Donc après, ça va dépendre du bon vouloir des possibilités. Mais je pense que cette étude, là, si ça bloque au niveau de la Chine et de ce genre de choses, elle permettra en tout cas d'avancer, d'avoir une donnée assez forte. Et là, peut-être de mettre une autre pression pour aller plus loin. Plus loin. Merci en tout cas. Merci Brice Perrier.
Merci à vous. SARS-CoV-2 aux origines du mal, édition Belin. Et vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaie.